Et donc dans Patrimoine Cash, un débat autour de cette gestion active qui fait face à la montée en puissance de la gestion passive. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Patrimoine Cash Kevin Tauzet. Bonjour Kevin. Bonjour. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. À vos côtés, nous avons Benjamin Coquet. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas. Spécialiste fixed income chez Edmond de Rothschild Asset Management. Vous êtes tous les deux convaincus par la nécessité d'une gestion active, d'une vraie gestion active. On reviendra sur la définition dans un instant. Face à vous, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Malteste. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Directeur des investissements chez Altéis. Vous avez accepté de porter la contradiction face à ce rapport et notamment aux arguments de la gestion active. Vous êtes vous-même convaincu de la gestion indicielle. Peut-être première question pour bien redéfinir, avant d'aller sur le rapport, je vais vous la poser à vous, Olivier Malteste. On a tendance à associer gestion active à gestion action et gestion passive à gestion ETF. Est-ce que déjà, là, on est sur une vraie définition des enjeux du débat ou face à des raccourcis qui laisseraient entendre que les ETF, c'est toujours passif et que la gestion active, c'est toujours les actions? Alors historiquement, les ETF, c'était effectivement toujours passif, basé uniquement sur des indices. On parlait en France de tracker, parce que justement, ça traquait vraiment la performance d'un indice. Et de moins en moins, en fait, on voit de plus en plus arriver des nouveaux ETF, qui sont des ETF du coup actifs, et qui viennent chercher à mettre de la gestion active dans l'enveloppe ETF. Et l'ETF, du coup, devient un outil avec un fonds, parce qu'un ETF, il faut le rappeler, c'est un fonds classique, oui, historiquement indiciel, et qui va être coté en bourse, et donc qui va pouvoir être échangé au cours de la journée à partir du moment où la bourse est ouverte. Mais à la base, un ETF est un fonds, et historiquement, du coup, indiciel, et toujours majoritairement indiciel, mais on voit de plus en plus arriver des ETF actifs. On en parlera certainement au cours. Voilà, je donne quelques arguments pour des points d'accord que vous pourriez avoir un petit peu plus tard. On va commencer sur ce sujet de la gestion active et de la vraie gestion active. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Avec vous, Kevin Tauzet. Donc, un livre blanc exactement, publié en avril 2026 par 7 sociétés de gestion face à la montée en puissance de la gestion indicielle, puisque je le disais, on voit quand même que sur les derniers mois, celle-ci surperforme entre guillemets en termes de collecte, de flux, les choix d'investissement en actions. On parle de 20%, 21,8% des actifs mondiaux qui sont investis dans les ETF à l'heure actuelle. La gestion active réagit face à cette montée en puissance et alerte sur, en termes de définition presque, qui est la vraie gestion active, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a tous été sur les bancs de l'université. On se rappelle de M. Samuelson. C'est gros pavé de macroéconomie. Et voilà, il fait partie des personnes qui ont mis en avant l'intérêt d'une gestion passive. Et c'est vrai que dans cette séquence-là, il y a quand même eu beaucoup d'écrits sur le fait que la gestion passive surperformerait systématiquement la gestion active. Et c'est cette idée-là qu'on a choisi de questionner avec 6 autres sociétés de gestion. Alors voilà, on a essayé de qualifier ou définir ce qu'on pourrait appeler d'une gestion active ou une réelle gestion active. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sous la surface, on se rend compte que toutes les gestions, ou en tout cas les gestions ont différents degrés d'activité, oui. On va dire 50 nuances de gestion active, quelque chose comme ça. Le rapport aurait pu s'appeler comme ça. Peut-être pour vous avez choisi un autre titre. Et donc, en regardant dans les chiffres, donc on a analysé à peu près 2000 fonds globaux, à peu près 1000 fonds actions, 1000 fonds, actions européennes et 1000 fonds d'actions émergentes. Et ce qui ressort de ce rapport, c'est qu'en fait, quand il y a un degré de gestion active qui est important, et donc on le qualifie par quoi? Par ce qu'on appelle l'active share, donc la part active en français, qui est, si on superpose un portefeuille et un indice, quel est, on va dire, le degré de superposition entre ces deux portefeuilles-là. Et ce qui ressort de cette étude et de ce livre blanc, c'est que quand la superposition n'est pas pas si importante que ça, il y a une réelle surperformance de ces gérants actifs. Et ça, c'est vrai sur l'univers d'action mondial, sur l'univers d'action européenne et sur l'univers d'action émergent. Donc, si on rentre maintenant un peu plus dans le détail, ce degré de active share, de part active, il se situe à peu près à 70%. Et ce qu'on voit, c'est que des fonds qui ont un active share de 80% ou plus, ce qui représente à peu près 25 à 30% de l'univers global au sein de chacune de ces différentes catégories, surperforment les indices entre 0,5 et 0,7 points de pourcentage en moyenne par an sur une période d'une dizaine. Net de frais, bien évidemment. Net de frais, d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut
s'éloigner de l'indice de référence de l'univers d'investissement d'au moins 80% pour aller chercher de la surperformance. Hein. Ce que ça dit, c'est qu'il y a des gestions qui se disent actives et qui ne le sont pas. D'accord. Et dans ce cadre-là... Des gestionnaires actions qui font de la gestion passive, pour le coup, c'est ça, ou en tout cas benchmarkés. Qui s'en rapprochent, voilà, on appelle ça des gestions actives cachées. D'accord, très bien. Cachées, différents termes. Mais oui, ça, c'est une condition qui est importante. Et l'autre condition qui est importante, c'est que ce sont des fonds qui sont transfrontaliers, donc qui sont distribués dans toute l'Europe. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est des fonds qui sont distribués, on va dire, dans des réseaux d'architecture ouverte. Et pourquoi c'est important ? Parce que, on va dire, quand on a une certaine forme de compétition entre nous, eh bien, on se doit d'aller surperformer les marchés. C'est la raison d'être de sociétés de comme celle dans laquelle entre je travaille. fonds, c'est ça. Exactement. D'accord. D'où l'architecture ouverte. Se mettre une pression constante. Et pourquoi ? Parce que voilà, les marchés, par construction, sont pas linéaires. Les risques ne sont pas linéaires non plus. Donc, il faut aussi cette capacité d'adaptation. Mais donc, les grands ressorts du rapport sont ceux-là. C'est que des gestions qui sont réellement actives, eh bien, ont démontré leur capacité à surperformer et à surperformer dans le temps. Olivier Malteste, en réaction à ce que nous dit Kevin Tauzet, il y a cette nécessité du métier de gestionnaire actif de réagir face à la montée en puissance des ETF, mais aussi du coup d'un comportement peut-être d'une partie des gestionnaires actifs sur le marché aujourd'hui, qui ne font pas partie des signataires du livre blanc. A priori pas. Mais il y a aussi cette idée que, en fait, on peut surperformer les indices à l'heure actuelle. C'est ce que nous démontre Kevin. Oui, et ça, enfin, on l'a vu, toutes les études même qui montrent l'efficience sur le long terme de la gestion indicielle par rapport à la gestion active montrent aussi qu'on arrive à trouver des fonds qui, par moment, sur un plus ou moins long terme, et des fonds avec une plus ou moins grande récurrence en fonction de la qualité des équipes de gestion, qui arrivent effectivement à battre leur indice de référence. La difficulté après, c'est de repérer ces fonds. D'accord. Mais peut-être qu'au départ, moi, je trouve que le rapport, il est particulièrement intéressant, et notamment cette notion d'arriver à mesurer la partie réellement active et de qualifier ce degré de vraiment gestion active, elle est très importante et elle donne une visibilité aussi plus importante pour les clients qui décident d'investir en gestion active. Pour le client, bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut aussi l'avoir en tête, c'est que l'AMF notamment fait aussi la traque, et cherche vraiment à lutter contre les fonds qui se disent actifs et qui ne le sont pas et qui prennent du coup des fonds, des frais relativement importants. Et qui justifient des frais plus élevés en faisant une sorte de gestion benchmarkée ou indicielle. Exactement. Et en fait, en étant très benchmarké, et ça c'est aussi un des combats de l'AMF, en disant en fait vous trompez les investisseurs, puisque les investisseurs ont l'impression de payer pour une qualité qu'ils ne trouvent pas et qui de toute façon, c'est même pas à la rigueur un gérant actif qui se trompe dans ses paris, et ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, peut effectivement ne pas arriver à surperformer le benchmark, mais ça à la rigueur, il s'est trompé, il a fait une erreur de jugement où le marché, ça viendra ensuite, la performance viendra ensuite. C'est pas grave, il a essayé. Et le client le dira, oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait, si on ne se passe pas en position justement de s'écarter de son benchmark, de toute façon, on est sûr qu'on ne fera pas de surperformance vis-à-vis des frais. Donc ça, c'est un point qui est important. Benjamin Conquet, peut-être. Moi, je réagis juste en préliminaire parce que le but de ce papier, c'était pas d'opposer l'actif et le passif. Parce que dans les faits, la gestion passive, il y a presque un côté schumpeterien. Dans le sens, ça nous a mis un coup de pied aux fesses. Ça nous a forcé à dire, mais mon Dieu, faut qu'on soit plus actif, faut qu'on prenne plus de paris, bien encadrés en risque, mais pour mieux accompagner nos clients dans l'objectif de surperformance. Ce développement de la gestion passive, ça a apporté également plus de liquidité sur un paquet du marché. Oui, donc, bien sûr. Et ça nous a forcé, nous, gérants actifs, à baisser nos frais. Il ne faut pas oublier que sur la décennie écoulée, il y a eu une pression sur les frais très importante. Donc l'écart qui était extrêmement important, il a eu plutôt tendance à se réduire, surtout sur l'obligataire que je représente ici. Et je rebondis sur ce que disait Kevin en introduction, parce que la concurrence de la gestion passive, on la voit moins sur l'obligataire. Et ça, il y a 3 raisons fondamentales. C'est que la première, sur un indice action, vous avez 100, 200, 300 actions à répliquer, 500. On y arrive relativement bien. Sur un panier obligataire, si je prends un panier, comme tu mentionnais, un euro aggregate ou un global aggregate, un euro aggregate, vous allez avoir de l'ordre de 8500 lignes pour plus de 1200 émetteurs. Ça fait 15 000 milliards de dettes. Vous n'allez pas répliquer exactement ça. Donc vous allez devoir prendre... Il y a un sujet volume déjà. Il y a un sujet volume. Et puis en plus, certaines obligations se traitent par 100 cas, par 100 cas. Donc il y a un effet volume. Et vous allez devoir prendre des choix. Et nous, notre gestion active, c'est notre métier de prendre des choix. Donc c'est le premier point, c'est que vous ne pouvez pas répliquer exactement un indice obligataire. Le deuxième point, c'est que vous avez des coûts de transaction un peu plus élevés que sur les actions. Sur l'obligataire, quand vous faites de l'obligation d'entreprise de bonne qualité, du Siemens, du Saint-Gobain, etc., ce qu'on appelle de l'investment grade, vous êtes entre 25 et 40 centimes de prix d'achat, prix de vente, fourchette prix d'achat, prix de vente. Sur du haut rendement, ça va être autour de 50-60 centimes en fonction de la liquidité. Donc si vous imaginez, si vous dupliquez ça pour 1500 lignes, ça va vous coûter très cher. Donc il y a l'aspect structure
l'aspect frais. Et ensuite, il y a un autre aspect qui tient à la méthodologie de construction des indices. C'est qu'à la différence des marchés actions qui sont market weight, sur un indice obligataire, plus vous émettez de dette, plus vous avez de poids. Parce que je prends toute la dette qui rentre. Et on n'a pas forcément envie d'aller investir dans les sociétés les plus endettées. Ça dépend. Ça veut pas dire. S'ils ont beaucoup de dettes, pas toujours. D'accord. Le critère d'investissement le plus approprié, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas toujours. On récompense les plus mauvais élèves. En tout cas, on veut pouvoir être sous-pondéré des plus gros endettés. Par moment, ça peut vouloir créer de la valeur pour le client. D'accord. Donc, les chiffres que je mentionnais, donc de surperformance moyenne par an, ils ont trait à la gestion action, donc sur ces différentes zones. Et si on regarde l'univers obligataire, on est très loin de ça, c'est-à-dire qu'on a plus de la moitié des fonds obligataires qui là aussi sur des horizons de long terme, entre 10 et 15 ans, surperforment très largement les indices, et dans des catégories dites gestion obligataire diversifiée, gestion obligataire flexible. Là, on est même entre 70 et 90% des fonds qui font mieux que les indices. Donc, il y a sans doute un aspect qui est lié à, on va dire, la structure même des indices obligataires et des marchés obligataires. Il y en a d'autres, c'est que, encore une fois, on n'est pas là pour opposer ces deux gestions-là. Il y a des périodes qui se prêtent plus à une gestion, on va dire, passive, indicielle, et d'autres qui se prêtent plus à une gestion active. Et quand on est sur des marchés, on va dire, avec une tendance forte, comme celle qu'on peut avoir actuellement sur les marchés d'actions, par exemple. Avec une thématique centrale, qui est combien d'années que les États-Unis délivrent des performances à 2 chiffres et un secteur au sein de ces marchés américains. Sur les marchés obligataires, on a eu une séquence qui ressemblait un petit peu à ça dans le sillage de la grande crise financière. Et quand on est en phase de changement de régime, la gestion active peut beaucoup plus, on va dire, se démarquer. Et c'est tout à fait ce qu'on a eu sur les marchés obligataires. On a eu des prémices de ça en 2015, avec ces stress à la fois sur de la dette allemande et sur de la dette dite périphérique. Et puis là, le grand virage, ça a été post-Covid avec le retour de l'inflation. Et on voit quand on a des changements de régime importants, et bien là, un gérant actif est encore plus à même de pouvoir faire la différence. Olivier Maltès, peut-être sur l'obligataire, avant de parler effectivement de ces tendances de long terme sur les marchés, mais sur la structure même du marché obligataire qui rendrait la gestion active plus performante que la gestion indicielle. Vous partagez le constat ? Alors oui et non, en fait. Moi, je trouve que l'intérêt aussi de la gestion indicielle, c'est d'arriver quand même à savoir exactement ce qu'on achète, ou en tout cas, quelle performance on devrait avoir au niveau des indices. Et une des particularités, c'est vrai, du marché obligataire, c'est le problème de liquidité, et pas forcément un problème de liquidité. Quand on dit ça, on pense à je ne vais pas pouvoir forcément revendre mes parts, mais c'est même investir. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans un indice un certain nombre de papiers, des papiers qui peuvent être recherchés, vous n'arrivez pas à les trouver sur le marché, parce que le marché n'est pas suffisamment liquide et pas suffisamment. Et donc, en fait, lorsque vous investissez dans un indice, si vous avez un titre qui vous intéresse particulièrement, qui est présent dans l'indice, vous serez exposé à cette performance-là, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en réplication synthétique mais en tout cas, vous aurez cette performance-là, puisque l'ETF a pour mission de répliquer vraiment cela. Ce qu'un gérant obligataire actif n'arrivera pas forcément à faire, parce que s'il ne trouve pas de papier, même en le payant plus cher et donc du coup en dégradant la performance, il n'en trouvera pas. Et ça arrive relativement fréquemment. Donc moi, je poserais effectivement. Donc c'est presque un argument pour les ETF, si je comprends bien dans ce que vous dites. Ce qui est vrai, c'est qu'on observe, alors peut-être pas, moi je n'irai pas jusqu'à la moitié, mais quand on regarde les différentes analyses, les 2 grosses études qu'on a sur les performances et la comparaison des performances, qui ont des biais qui ne sont pas parfaits, comme tous les indicateurs, comme toute mesure qu'on arrive à faire, c'est les indices PIVA d'une part, qui sont très critiqués parce qu'ils sont faits par S&P et donc forcément ils ont un biais, ils sont considérés par les gérants actifs comme ayant un biais puisque c'est un provider d'indices, donc forcément c'est bien. Mais on a aussi les études Morningstar qui font là pour le coup, qui offrent un service à la fois pour les gérants actifs et pour les gérants indiciels, donc qui sont légèrement moins biaisés. Et ce qui est sûr, c'est que la surperformance de la gestion indicielle par rapport à la gestion d'une manière générale, même dans le domaine action, en fonction des zones, en fonction des marchés, et plus le marché a tendance à être efficient et à être très traité, et plus c'est difficile d'arriver à faire de la surperformance. Et on le voit aussi sur les marchés obligataires globalement, c'est moins bon sur les marchés obligataires, et c'est la même chose en fonction des stratégies, en fonction des zones sur lesquelles on va voir, c'est pas la même chose. Plus là où je rejoins, plus c'est compliqué en fait. Exactement. Parce qu'autant sur du global souverain, l'ETF peut être compétitif, mais dès que vous rentrez sur des niches de subordonnés, de high yield, d'émergents, de très longs, de structures, là, il faut être capable d'aller chercher. Il faut être capable d'aller voir le papier, de l'analyser. C'est pas exactement le même métier. Et c'est très lié à la philosophie de l'investissement. C'est exactement ce que vous disiez, Kevin, en préambule. C'est-à-dire qu'on l'a tous vu dans les études académiques, on l'a tous vu sur les bancs de l'université. Le principe de base de la gestion indicielle, c'est de dire que les marchés sont efficients
et que donc à partir du moment où les marchés sont efficients, il est impossible de faire de la surperformance. Et l'efficience des marchés, si on peut considérer qu'elle est, même si elle n'est pas intégrale, qu'elle est là vraiment sur les marchés développés actions, c'est sûr que lorsqu'on va sur des marchés qui sont beaucoup moins traités, le marché est là pour arriver à donner une valeur vraiment aux entreprises. Si c'est pas suffisamment traité, s'il y a des contraintes pour arriver à traiter, s'il y a des contraintes de liquidité, s'il y a moins d'informations données ou d'informations de moins bonne qualité qui est donnée sur les marchés, là pour le coup, un gérant qui connaît exactement. Donc il faut vraiment voir. On parle souvent des petites ou moyennes capitalisations. Là clairement, la gestion active apporte quelque chose si on veut être là sur du long terme. Si après on veut jouer vraiment des choses macroéconomiques sur le fait d'arriver à faire de l'exportation ou pas, d'arriver à faire ce genre de choses, l'augmentation du coût du crédit ou ainsi de suite, on peut ponctuellement arriver sur de la gestion indicielle à capter cette idée-là macroéconomique. Sur du long terme, si on veut vraiment aller chercher à avoir la sélection de titres, là pour le coup, c'est un exemple parmi d'autres, il y a des endroits où la gestion active effectivement apporte beaucoup plus. Kevin Tauzet, vous vouliez réagir? Oui, je dirais deux choses vis-à-vis de ça. C'est vrai que voilà, sur des grandes entreprises, on va dire les mécanismes qu'on appelle de découverte de prix, ils existent. La preuve, on voit la volatilité qu'on peut voir actuellement sur les marchés, même sur les grands marchés de la tech américaine. Mais c'est d'autant plus important sur des entreprises de taille plus petite qui sont introduites en bourse il n'y a pas très longtemps, où là, les approches des équipes managériales, les stratégies d'entreprise, est-ce que c'est la bonne, en tout cas, est-ce qu'elle est jugée comme étant la bonne par les investisseurs, donc par les détenteurs de ces entreprises-là? Ça nécessite quand même qu'on puisse confronter des idées et pas qu'on se contente pas, entre guillemets, d'aller acheter un instrument financier ou une entreprise parce qu'elle est dans l'indice. Donc ça en est un. Et je crois qu'il y a quand même un deuxième élément qui est important, c'est que acheter, on va dire, la gestion indicielle, elle part du postulat qu'un investisseur, son objectif avant tout, c'est d'aller investir sur des entreprises qui ont été sélectionnées, alors soit par la quantité de dettes qu'elles ont émises, soit par la taille de leur capitalisation boursière, au prix le plus faible possible. Et je crois quand même qu'il y a beaucoup d'investisseurs dont les objectifs ne se cantonnent pas à ça. C'est-à-dire que, on parle sur les marchés obligataires, pourquoi est-ce qu'il y a une gestion active ou pourquoi est-ce que les parts de marché de la gestion indicielle plutôt reculent par rapport à de la gestion active sur ces marchés obligataires? Parce qu'on a eu des investisseurs qui ont fait face à une vraie problématique. Comment est-ce qu'on fait pour, gérer un portefeuille ou additionner ou essayer de ne pas additionner du risque de crédit et du risque de taux? D'accord. C'est pas quelque chose qui peut être fait comme ça au niveau d'un indice. Ça demande une réflexion et de passer un ordre. Donc ça, c'en est un. On se rappelle, on est encore dedans, l'essor des fonds à maturité. Là aussi, il y a beaucoup d'investisseurs pour qui avoir, on va dire, une indication sur quelle pourrait être leur performance moyenne sur un horizon de temps et d'avoir, on va dire, ce qu'on appelle une maturité fondante, donc d'avoir des risques qui décroissent avec le temps, c'est aussi important. Et ça, c'est bien un service que peuvent apporter, je crois, des gérants actifs. Parce que dans alors, Benjamin Conquet, ensuite Olivier Maltès. Vous allez voir, typiquement sur cette dynamique commerciale, parce que toutes les sociétés de gestion, depuis 5-6 ans, sont allées de leur fonds daté, plus ou moins. Oui, bien sûr. On a beaucoup parlé dans une émission patrimoine sur ce plateau. Absolument. Et en fait, la beauté de cette problématique-là, c'est que vous pouvez en fait mixer des maturités, des devises, des instruments, des seniorités. Chose que quand vous faites un ETF, vous êtes, entre guillemets, scotché par le canal que vous voulez emprunter. Et on peut pas mixer plusieurs je vais faire du taux fixe à 28. Voilà. Ou du crédit corpo en 29. Nous, la beauté, c'est qu'on va se dire, mais le client, il a peut-être envie d'avoir ce fameux 5%. Comment je peux lui amener 5%? Je vais prendre un peu de triple B, un peu de double B, un peu d'émergent ou pas. D'accord. Donc, je vais pouvoir mixer les portefeuilles. Dans la sélection. Exactement. C'est que la gestion active, parce que on est très en contact, nos distributeurs nous permet de dire, devoir fiduciaire, quel est le risque et comment je peux calibrer mon portefeuille pour en faire un succès commercial et un succès risk-reward. Mais alors, je vais laisser Olivier Maltès répondre à la question que je me pose, mais est-ce qu'on peut pas mixer plusieurs ETF, justement, pour avoir cette même granularité? Si, on peut le faire. Et je trouve qu'effectivement, l'exemple des fonds datés, c'est un exemple qui est assez intéressant, puisque ça faisait quand même longtemps dans l'univers de la gestion indicielle où on n'avait pas eu vraiment d'innovation. Et c'est vrai que l'apport et l'arrivée, du coup, avec la hausse des taux qu'on avait pu voir après la période Covid, et donc, du coup, la volonté et l'arrivée d'ETF, du coup, qui faisaient des fonds datés, du coup, des ETF à maturité, ce qui était
jusqu'à présent vraiment une zone complètement inexploitée côté gestion indicielle, est assez intéressante, puisque là, le discours est de dire, au lieu de faire de la sélection vraiment d'émissions, en se disant là, j'ai un risque de défaut qui est relativement faible, en tout cas qui est bien donné par la valorisation et le rendement attendu sur le titre, on va prendre toutes les émissions, donc suffisamment grandes, et en faisant un certain nombre de filtres, de controverses, MSCI et ainsi de suite pour le côté ESG, mais on va prendre toutes les émissions, on va les répartir exactement comme dans l'indice, et ce qui fait et on va faire des frais beaucoup plus bas, et ce qui fait qu'on aura peut-être des défauts jusqu'à maturité, mais comme les poids seront beaucoup plus faibles, la différence entre les frais et la différence entre la rentabilité attendue viendra en fait neutraliser complètement et sera plus bénéfique. Donc, c'est encore un peu trop tôt pour avoir l'historique et de regarder ce qui se passe en termes de performance, mais là c'était relativement intéressant, je trouve, comme approche, parce qu'on est clairement dans la gestion indicielle, on n'est pas dans quelque chose qui essaye de venir, et en disant voilà, vous avez les deux approches classiques, soit vous faites confiance à un gérant et vous êtes prêt à payer ce gérant pour aller vraiment sélectionner les bonnes émissions, soit vous dites je préfère être plus diversifié, moins payé, et je pense que ce sera plus rentable, et en tout cas je sais exactement ce que j'achète. Et pour revenir à votre question, Nicolas, il y a eu ensuite énormément d'émetteurs qui ont suivi du coup iShares, qui a été le premier à introduire ça, qui venait des États-Unis, et qui l'ont fait à leur manière, c'est-à-dire soit en restant sur du souverain, soit en restant plutôt que sur des obligations d'entreprise. Et donc on peut effectivement mixer, se refaire son portefeuille, ce qui revient à faire de la gestion, puisque vous allez chercher vos supports et vous faites de la gestion. Alors je vois que vous vouliez réagir, messieurs, puis après moi je reviendrai sur les actions, mais peut-être Kevin ou Benjamin. Ensuite, moi j'ai deux commentaires sur le point que je viens de mentionner. Le premier, c'est, si je me trompe, mais alors corrige-moi, c'est que de mémoire, ces iShares, ils sont uniquement IG ou uniquement à yield. Donc, dans les faits, tu peux allouer sur ton ETF, mais tu ne vas pas avoir un portefeuille qui te fait les deux en même temps, essayer de jouer les rising stars. D'accord. Alors, c'est ça qui est intéressant. Autre point qui, pour moi, gérant obligataire, est absolument crucial, c'est que le gérant actif, il est toujours testé par les syndicats bancaires pour le primaire. Combien t'en veux de ce papier? À quel prix? T'achètes à 6%, à 6,50. Donc moi, sur le primaire, je suis testé tous les jours. Et il y a une sorte de cercle vertueux. Plus vous êtes bon en gérant actif sur le crédit, plus vous êtes gros, plus vous êtes testé, et mieux vous êtes alloué sur le primaire. Normalement, quand vous répliquez un indice, le primaire, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous le faites quand l'indice est rebalancé en fin de mois. Certains ETF le font, mais normalement, vous ne le faites que quand l'indice est rebalancé. Donc quand moi, je suis allé 30-40% de mon carnet d'ordre sur tel nom qui sort, tel nom qui sort, tel nom qui sort, je vais capter la prime d'émission qui, en règle générale, s'amenuise dans les 2-3 semaines qui suivent parce que je veux placer mon papier. D'accord. Donc ça, c'est un argument assez important. Et nous, on a fait l'étude sur notre gestion à yield. L'attrait de ce primaire, parce qu'on a à peu près tous les mois entre 5 et 10% du portefeuille qui est du nouveau primaire. Il y a eu 100 milliards de primaires en 24, 100 milliards en 25, et on est déjà à 50 cette année. Grosso modo, ça fait la moitié du gisement qui s'est renouvelé en 2 ans et demi. Donc 3% tous les mois qui bougent. Si vous arrivez à capter ce premium d'émission, vous avez un supplément de rendement. Et nous, c'est de l'ordre de 75 centimes à 80 centimes d'alpha tous les ans, ce primaire-là. Olivier, rapidement, puis après on va juste pour rebondir, effectivement, mais le biais l'intérêt de l'ETF et la façon dont les clients doivent s'investir en ETF, c'est pas de sélectionner un seul ETF et de s'investir. C'est exactement, et on l'a vu beaucoup sur du retail, notamment des gens qui ont fait du MSCI World en se disant c'est facile, après tout j'ai besoin de payer personne. L'année dernière, ne serait-ce qu'avec l'effet euro-dollar, les clients se sont dit tiens c'est bizarre, je comprends pas, j'ai 9% de lag. Oui, mais c'est l'évolution de l'euro-dollar. Donc en fait, il faut toujours utiliser l'ETF comme une brique d'investissement et s'en servir pour faire des allocations et pour construire. Absolument. Et donc, au travers de plusieurs ETF, du coup. Exactement. Donc moi, j'ai envie de dire, plus un ETF va être pur et va vraiment être sur une zone spécifique, plus il va être intéressant, puisqu'on va pouvoir l'utiliser, on sait exactement ce qu'on achète et construire ensuite. Plus il sera transparent. Ce qu'on va faire. Exactement. Kevin, alors peut-être que vous voulez réagir à ça, parce que sinon j'ai une question un peu piège pour vous. Non, alors je vais commencer à réagir. Vous prendrez votre question piège. C'était le point que j'essayais de faire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une gestion indicielle, c'est un outil et ça peut être un très bon outil. C'est pas une solution. Pas une philosophie d'investissement. Et donc, encore une fois, les investisseurs, pour beaucoup d'entre eux, leur problématique, ce n'est pas que aller s'exposer à un marché donné à un moment donné. Ça peut aller au-delà de ça, et donc ça peut être avoir un rendement cible, une date de sortie, parce qu'on a des enfants qui vont faire des études, un appartement acheté, qu'une voiture, que sais-je. Alors, ma question, j'appelle ça une question piège, mais vous devez l'avoir tous les jours, donc à mon avis, ça devrait aller. Ou pas. On a des CGP qui font face à une demande de plus en plus conséquente de la part de clients finaux qui sont adressés par un marketing où ils entendent qu'il suffit d'investir régulièrement sur un MSCI World et puis ça suffit à capter la performance du marché. Ouais. On voit que les indices actions, et notamment le S&P 500, ont des performances effectivement tout à fait honorables, mais qui sont portées par très peu de valeur, de la tech, de la thématique intelligence artificielle. Il y a un sujet concentration des indices et il y a un sujet
Pourquoi est-ce que j'irais chercher une gestion active quand il me suffit de suivre une tendance aussi phénoménale que celle qu'on voit actuellement sur les marchés actions, Kevin? Alors, je vais un peu vous dire, c'est un peu comme la troisième avant-scène, c'est-à-dire que qui est le gagnant de cette tendance pluriannuelle? Vous pouvez le dire aujourd'hui. Hein. On peut dire aujourd'hui, ah oui, les semi-conducteurs aux États-Unis, ils sont en hausse de 50% tous les ans depuis 2 ans. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être en hausse systématiquement 50% dans 2 ans? J'en suis pas convaincu. Possible, mais possible, ça ne veut pas dire probable. En tout cas, quel degré de probabilité qu'on peut y accorder? Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est que cette gestion indicielle, elle, on va dire, elle a tendance à amplifier les mouvements. D'accord. Et donc, c'est un peu comme si votre principal, on va dire, facteur, indicateur fondamental, c'est ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire on achète ce qui monte et on vend ce qui baisse, quoi. En gros, donc ça peut marcher un certain temps, mais il y a quand même un certain nombre de risques qui sont attachés à cela, et notamment d'avoir une performance de marché de plus en plus recentrée. Et en général, si je suis pas une boule de cristal, mais en général, c'est plutôt des moments où il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire que quand on a des marchés qui sont tirés par littéralement une poignée de valeurs, je crois qu'au moment où on se parle, il y a 5 valeurs dans le S&P 500 qui sont effectivement sur leur plus haut historique, les 495 autres n'y sont pas. Ouais. C'est plutôt des moments où il faut faire un petit peu plus attention, avoir un degré de prudence un peu plus élevé que quand c'est pas le cas, quand il y a plusieurs valeurs qui portent les indices. Donc ça, c'est un élément de réponse. Et là aussi, je veux dire, l'IA, c'est sans doute une lame de fond, mais c'est pas la seule. Je veux dire, vous regardez la performance d'actions italiennes. Quand même une vague assez impressionnante sur les marchés aujourd'hui. Vous regardez la performance, je sais pas, alors, si on parle de gestion indicielle, si on regarde la performance par exemple d'un indice d'actions bancaires sur 5 ans, ça fait mieux que la moyenne des actions du secteur technologique aux États-Unis. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pas les seules lames de fond, il y en a d'autres. Et donc, quand on parle de diversification, là aussi, c'est important. C'est-à-dire que quand on investit sur un indice, encore une fois, je pense qu'il faut, voilà, je suis pas là pour dire si c'est bien, c'est pas bien, mais il faut être au courant des risques que ça contient. De facto, on s'expose à hauteur de 35-40% à un secteur. On s'expose à un nombre de valeurs extrêmement réduit, c'est-à-dire que les 10 principales valeurs au sein des grands indices internationaux, eh bien, ça représente un point extrêmement important de ces indices-là. Donc la distribution de la diversité des émetteurs, elles font très très vite. Ça, c'est un facteur d'attention. Et le deuxième, vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on peut, on va dire, empiler ou combiner différents indices. Oui, on peut le faire. Par différents ETF, oui, pour par exemple, avoir une gestion active en ETF. Là aussi, je pense notamment pour l'investisseur, on va dire, particulier, on se dit sur le papier, je sais pas, on achète un indice d'actions américaines. Bon, très exposé au secteur technologique, on se dit on va investir sur des actions émergentes en achetant un indice. Il y a plus d'actions technologiques dans les indices émergents que dans les indices américains. Et donc en fait, on diversifie par là, on empile du risque. Olivier Maltès, est-ce qu'il n'y a pas un sujet quand même sur la concentration des indices à l'heure actuelle avec ces valeurs technologiques qui prennent le pas sur tout le reste en bourse et notamment sur les plus grands indices? Alors moi j'avais 2 arguments, un qui allait dans le sens de mes amis de la gestion active, qui était de dire qu'effectivement la structure de marché qu'on voit depuis 3 ans, elle est extrêmement compliquée pour les gérants actifs, notamment parce qu'ils ont des critères de diversification qui sont allégés sur la gestion indicielle pour pouvoir répliquer les indices. Et lorsque vous avez certaines valeurs qui pèsent très très lourd dans les indices et que vous êtes capé de toute façon, même si vous les acheter, vous ne pouvez pas en acheter plus de 10% pour respecter vos contraintes de diversification et qu'il y en a beaucoup plus dans l'indice, forcément, vous ne pouvez pas arriver à concurrencer la gestion indicielle. Donc ça, c'est vrai que c'est un temps qui est difficile et qu'il faut saluer les gérants actifs qui arrivent à battre le marché puisque la structure de marché... ça, c'était le côté... Vous vous sentez concerné? Absolument. C'était le côté un petit peu gentil. Voilà. Non, mais il faut reconnaître, et on n'est pas là pour s'opposer de toute façon. Oui. Là, par contre, où moi, je mets toujours un bémol et je souris toujours lorsque j'entends que les ETF sont responsables d'une concentration de marché relativement importante. Alors, c'était pas ma question, mais c'était ma deuxième question. Donc c'était pour répondre aussi, c'est que en fait, dans ce cas-là, on a vu une sous-performance quand même de la technologie américaine entre octobre et mars, pour résumer, sur les marchés, et qu'on n'a pas vu de baisse de flux vraiment sur les ETF,
et qu'on a quand même vu cette chose-là. Parce que, et vous l'avez rappelé en préambule, en fait, la gestion indicielle reste encore minoritaire, largement minoritaire par rapport à la gestion active, et que la gestion active, on peut penser aux hedge funds, mais même les gérants actifs un peu traditionnels peuvent faire du levier sur leur prise de position. Ils sont encore en capacité à avoir ce rôle de reconnaissance de prix et de faire bouger les prix lorsqu'il y a des doutes, parce que par moment il y a des doutes évidemment sur les valeurs d'intelligence artificielle. Et donc on a vu quand même cette grosse sous-performance des actions américaines et technologiques sur cette période-là. Donc effectivement, on pourrait avoir un problème si tout le monde et si tous les flux étaient uniquement portés, si tous les encours étaient portés sur la gestion indicielle. Il y aura une vraie question de philosophie sur est-ce que le marché peut exister. On en est vraiment très très loin et on l'observe sur les performances globalement. Le risque mis en avant par le livre blanc sur le risque que ça fait peser sur la filière si tout le monde investit en ETF demain et plus en gestion active, c'est un risque qui vous alerte, Olivier Malteste? Non, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on voit, et ce qu'on voit aussi notamment auprès des distributeurs globalement, ou auprès des CGP, c'est qu'en fait toute la filière est en train quand même depuis plusieurs années de se transformer, de bouger en termes de rémunération, en termes de mode de fonctionnement globalement sur l'industrie. Et ce qui est vrai, c'est aussi pour ça, on l'a dit tout à l'heure, que l'AMF cherche à sortir les fonds qui sont très benchmarkés et qui appliquent des frais identiques à ceux qui font réellement de la gestion active, c'est qu'on est en train globalement d'avoir une structure de frais qui va se modifier progressivement. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a les ETF on peut en parler maintenant. Les ETF actifs qui arrivent et qui globalement ont des frais relativement plus bas que des fonds actifs traditionnels. C'est vrai que je vous ferai réagir dessus, mais c'est souvent présenté les ETF actifs comme des OPCVM en ETF avec des frais réduits. Donc on en parlera, mais je vous laisse finir, Olivier. Et donc voilà, donc on voit qu'effectivement il y a des débats sur les rétrocessions au niveau européen. On a un certain nombre de choses qui font que globalement toute la filière doit trouver, parce que on a tendance facilement à dire au CGP, mais c'est facile, faites-vous payer par honoraire. Les clients sont pas forcément prêts pour payer par honoraire, et donc c'est pas facile lorsqu'on est CGP aujourd'hui de continuer à être rémunéré et continuer à travailler efficacement, et parce qu'on a besoin de pouvoir passer du temps avec ses clients, on a besoin d'avoir une rentabilité dans son cabinet, c'est assez logique. Tout travail mérite salaire, et donc c'est vrai que tout ça change, et on le voit, les clients de plus en plus, même si la notoriété globalement sur l'échelle des Français, des particuliers français, des ETF reste relativement faible, on est en dessous de 40% sur la population française qui sait ce que c'est qu'un ETF, on voit globalement de plus en plus de clients qui réclament et qui veulent des CGP qui font des ETF parce que les clients le demandent. Exactement. Benjamin Conquet, un mot peut-être alors effectivement, il y a un sujet frais, c'est d'ailleurs souvent l'argument premier mis en avant par les ETF, mais ce que nous dit Olivier Malteste, c'est qu'il y a derrière ce sujet frais, il y a un sujet de financement, un peu de réorganisation du financement de toute la chaîne de valeur. Les frais, indéniablement, c'est un des gros succès de la filière de gestion passive. On peut pas lutter sur les frais historiques. Maintenant, quand je disais en préliminaire que les gestions actives ont également fait des efforts, moi je regardais ce matin des niveaux de frais sur des grands gérants américains de gestion passive, sur de l'Orail, de l'émergent ou de la financière subordonnée, c'est des ordres de gestion de 45 à 50 centimes. D'accord. Qui sont très proches de ce que les gérants actifs offrent en clean share. D'accord. Sur l'obligataire. D'ailleurs, c'est intéressant. Donc parce que c'est plus un sujet, c'est ça ? C'est encore un sujet, mais je parle de l'obligataire, là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la gestion active, qu'est-ce qui est le plus cher ? C'est la gestion action. Et la gestion obligataire est plus modérée en termes de frais, c'est normal. Il y a plus d'espoir de rendement sur la gestion action. Nous, sur la gestion obligataire, ce qu'on veut, c'est éviter les pétards et vous donner le coupon, le carry, le fameux rendement. En revanche, quand vous regardez la structure de frais des ETF, finalement, sur un grand large cap, vous êtes autour de 15-20 BP, de 20-25 BP, et vous allez avoir des corps high yield. Moi, j'ai regardé les iShares, peut-être que je me trompe, vous me corrigerez, mais je regardais sur les iShares, on est autour de 50 centimes pour de la gestion high yield. Donc, c'est ça qui est étonnant, c'est que sur la gestion active, on est plus cher sur la gestion action, et sur certains exemples d'ETF, la gestion passive obligataire est plus chère. Bon, ça souligne bien que c'est pas facile de répliquer l'obligataire. Oui, rapidement, il reste 7 minutes pour information. Parce que... non, mais la pression sur les frais, on les voit aussi globalement sur les ETF. Donc ça, c'est vrai. C'est que... Vous faites aussi face à une pression sur les frais sur les ETF. Alors moi, j'ai investi dans les ETF, donc c'est plutôt bon pour les clients. Je fais partie des gens qui mettent la pression. Non, mais ce qu'on voit, c'est que par exemple, nous, quand on fait des allocations avant, on avait tendance à dire qu'on s'engageait à avoir une allocation qui ne dépasserait pas 30 BP de frais de gestion globalement sur nos allocations. Aujourd'hui, sur les expositions classiques, c'est-à-dire si on retire le ESG, si on retire ce genre de choses, on
on a sans problème à 20 BP. Donc on a forcément, on a en 10 ans, on a sans problème réduit de 10 points de base globalement la tarification qu'on voit sur les ETF. Et ça, il y a une pression, parce qu'il y a un effet volume. Il y a un effet volume, il y a un effet compétition qui devient de plus en plus gros. Et à côté, on voit arriver des nouveaux ETF qui peuvent être des ETF thématiques sur lesquels il faut faire très attention, des ETF actifs sur lesquels il faut vraiment regarder. Et c'est vrai que la gestion ETF se complexifie de plus en plus et va se rapprocher. Une vraie difficulté sur la gestion active, et je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est d'arriver à sélectionner son bon gérant, d'arriver à savoir exactement comment un gérant va travailler et ce qu'il apporte réellement comme valeur ou ce qu'il cherche à apporter. Et de plus en plus, avec le mouvement qu'on a d'élargissement des gammes en ETF, on a la même difficulté, c'est-à-dire qu'on avait d'abord eu les ETF sectoriels sur le côté action, maintenant du thématique. Un secteur, c'est relativement simple, c'est normé. Thématique, il faut vraiment aller regarder. Kevin, sur les 3 derniers mois, je crois qu'il y a une dizaine d'ETF SpaceX qui sont... du spatial et explosé, bien sûr. L'entreprise n'est même pas introduite en bourse. Donc il y a des fournisseurs de gestion indicielle qui disent qu'ils vont refaire la performance d'un actif qui n'est pas encore coté. Oui, bien sûr. On voit des indices, et on n'aura peut-être pas le temps, on voit des indices qui bougent. Les phénomènes d'abus, ils existent aussi sur ce volet-là. Et donc ça se complique de plus en plus. C'est-à-dire ce qui pouvait paraître simple en disant un ETF indiciel, ça réplique un indice, donc on prend l'indice et puis voilà, on sait exactement ce qu'on fait. De plus en plus, il faut passer du temps pour regarder exactement ce qu'on achète, parce que cette gestion-là se complexifie, et c'est ce qu'on observe vraiment. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut regarder sans réfléchir à ce qu'on a. Et pour répondre à votre première question, oui, sur les ETF actifs. Non, si, je peux celle d'avant. Sur les enjeux de souveraineté, je ne crois pas que la gestion indicielle ou les ETF soit le mal. C'est pas mon point, mais c'est que ça amplifie quand même ces sujets-là. C'est-à-dire que quand on se dit que 80% de cette gestion indicielle est réalisée par des grands groupes américains qui n'ont pas tout à fait les mêmes approches, par exemple sur le vote au sein de l'Assemblée générale. On a par exemple le principal pourvoyeur d'ETF historique Vanguard qui s'est désinscrit des principes des Nations Unies parce que dans le droit américain, si on vote à une assemblée générale, on peut avoir ça peut être un sujet un sujet juridique. Et donc là, il me semble quand même que ça fait partie du devoir fiduciaire d'un gérant action notamment, c'est à minima de voter pour ou contre différentes résolutions lors des assemblées générales. Donc ça c'est un point. Et le deuxième, c'est que ça amplifie le mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un indice, il y a 70% de valeur américaine, si je prends un MSCI Monde, si on prend le monde avec le monde développé, c'est peut-être 65%. Mais évidemment que plus on investit par le truchement de ces instruments-là, plus les marchés américains deviennent liquides et profonds, et donc plus ils ont, on va dire, la marche, plus ils sont sur la marche haute. Et donc on peut, nous, après Européens, dire mais il y a beaucoup moins d'introduction en bourse en Europe qu'aux États-Unis. Il y a des entreprises européennes qui vont se coter aux États-unis. Pourquoi, comment ? Des ETF ? C'est pas de leur faute, mais en tout cas ils amplifient ce mouvement-là. Donc d'un côté, en fait, on permet aux investisseurs européens d'investir partout. Et c'est pas du nationalisme économique, mais de l'autre côté, c'est que je crois que c'est important quand même d'avoir une structure de place, une industrie économique, financière, qu'elle soit en France, en Angleterre, en Allemagne. Et c'est pas tant de taper sur le passif, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les enjeux de souveraineté, on le redécouvre sur les infrastructures, sur la santé, sur la défense, sur la gestion de l'épargne aussi. Quand vous avez 80% de l'épargne passive qui est gérée aux États-Unis, ils n'ont pas nécessairement les mêmes biais économiques, politiques, intérêts que nous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? Qu'il y ait une grosse gestion passive en Europe et une grosse gestion active en Europe, en fait, pour qu'on soit indépendant et que nos épargnants soient servis localement et qu'on ne perde pas cette faculté d'analyse, de construction de portefeuille, de réplication des risques pour le bien de nos épargnants. Et dans des périodes où on est quand même sur, on est sur des enjeux de souveraineté nationale qui dépassent nos cercles de travail, je crois que avoir accès ou pouvoir avoir accès à des pôles d'épargne, c'est important pour aller financer des infrastructures et de la croissance de demain. Olivier Maltès, l'enjeu souveraineté amplifié donc au travers des ETF, c'est un argument qui vous interpelle là aussi ? J'ai envie de dire juste deux choses, parce que je sais que le temps est compté, donc rapidement, c'est que quel dommage qu'on n'ait pas eu cette discussion en 2009, puisqu'il ne faut pas oublier qu'iShares quand même était britannique, il appartenait à Barclays, et que moi je suis persuadé, parce que je viens de Lyxor, que peut-être que la Société Générale, si elle n'avait pas eu les problèmes qu'elle avait à l'époque, aurait pensé que c'était une bonne idée pour Lyxor de racheter iShares, donc on n'aurait pas forcément la même physionomie. Et ce que je me suis amusé à regarder justement pour essayer de voir, parce que le vrai problème, c'est l'indépendance
performance des entreprises qu'on a. Et j'y regarde, c'est la Banque de France qui publie un rapport annuel sur quel pourcentage est détenu des entreprises du CAC 40, quel est le pourcentage qui est possédé par des non-résidents français globalement. Et on voit qu'effectivement ce poids augmente et qu'on est sur le dernier rapport qu'ils ont fourni fin 2025 sur 2024, on est à 50%. Par contre, quand on regarde plus en détail, ce sont les Européens non français qui détiennent de plus en plus et les Américains sont plutôt sortis sur les dernières années. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent essentiellement non pas pour avoir des vues souveraineté, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est surtout son recherche de performance et ils ont plutôt été inquiets sur les performances, à mon avis, des actions européennes et donc ils sont plutôt ressortis notamment du CAC 40. Donc les ETF sont évidemment pas responsables de cette souveraineté, qui a un enjeu de souveraineté certainement et c'est quelque chose qu'on peut regarder, qu'il faut regarder. Il y aura quand même deux gros acteurs qui sont Amundi et DWS en Europe. Oui, il y a des acteurs qui sont loin. Il y a des acteurs européens, il y a des acteurs qui cherchent... qui jouent le jeu de la souveraineté. Exactement, et qui cherchent à avoir notamment sur le ESG, à avoir des indexations, on peut aussi penser à BNP, des indexations sur lesquelles ils sortent des indices pour utiliser leur propre unité de mesure pour arriver à noter les entreprises et à faire des indices et faire des gestions qui vont utiliser ces choses-là. Donc il y a des choses qui bougent et il y a des prises de conscience qui sont là. Et après, les flux sont tels qu'ils sont. Évidemment, l'économie américaine est beaucoup plus financée par l'investissement américain. On a un retard là-dessus. Ce sera certainement l'un des enjeux de la politique et des élections de 2027. Mais voilà, mais je ne pense pas que ce soit vraiment les ETF qui focalisent le problème de souveraineté globalement, même si effectivement les indices sont essentiellement effectués par des Américains ainsi que les émetteurs globalement. Pour conclure, je reprendrai votre formule, Benjamin Conquet, il nous faut une gestion active et une gestion active forte en Europe sur les enjeux de souveraineté. Merci en tout cas Kevin Tauzé, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci Benjamin Conquet, spécialiste fixed income chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci Olivier Malteste, directeur des investissements de Altéis. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu de cet échange avec ces différents arguments en faveur d'une gestion active ou d'une gestion indicielle. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura donné quelques clés de compréhension dans les choix d'investissement que vous pouvez réaliser en direct ou pour vos clients. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Patrimoine Cash.